Ma famille a hérité de voitures et de diamants d'une fortune de 22 millions de dollars. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a stupéfié tout le monde. Pendant que mes cousins comptaient leurs millions et que mon frère signait les papiers de sa nouvelle maison de plage, je me tenais là, tenant une mallette moisie qui ressemblait à une ordure. Tout le monde riait. Ma propre mère a murmuré à ma tante que l'oncle Vernon avait dû perdre la tête avant de mourir. Mais lorsque j'ai trouvé le compartiment secret et vu ce qu'il y avait à l'intérieur, je suis devenu le seul héritier qui a vraiment compris pourquoi Vernon Ulbrook valait 22 millions de dollars. Ce jour-là, dans le bureau de l'avocat, flottait une odeur de cuir et de déception. Maître Garrison venait de finir la lecture du testament de l'oncle Vernon, et ma famille était en pleine effervescence, excitée par leurs héritages. Mon frère Randall était déjà au téléphone avec un agent immobilier, discutant de la propriété à Miami qui lui offrirait le meilleur retour sur investissement. Mon cousin Dwayne calculait combien de Ferrari il pourrait ajouter à sa collection. Même ma fille adolescente, Bethany, envoyait des SMS à ses amis à propos de son fonds d'études universitaires. Et moi, Mitchell Ulbrook, 34 ans, professeur d'histoire au lycée, je me tenais là, tenant les poignées d'une mallette qui semblait avoir survécu aux 2 guerres mondiales et à un naufrage. Le cuir était craquelé comme de la boue séchée, avec des taches de moisissure verte s'étendant dans un coin. Les fermoirs en laiton étaient si ternis qu'ils paraissaient noirs, et l'odeur qui s'en dégageait a fait reculer tout le monde quand je les ramassais. C'est tout, sérieusement, a dit Dwayne, sans même essayer de cacher son amusement. Mitch hérite d'une mallette qui semble sortir d'une benne à ordures. Ma mère, Dorothy, toujours prompte à sauver les apparences en public, m'a tapoté l'épaule avec une fausse sympathie. Vernon a toujours été particulier avec ses antiquités, chérie. Peut-être que ça a de la valeur pour un collectionneur. Mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux. Elle avait hérité d'un appartement de 3 millions de dollars à Miami, tandis que son fils, celui qui rendait réellement visite à Vernon tous les dimanches, recevait ce qui ressemblait à des déchets. La vérité sur l'oncle Vernon, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'il ait de l'argent. Pendant 40 ans, il avait tenu une boutique d'antiquités exiguë dans le centre-ville de Baltimore, le genre d'endroit où la poussière faisait partie du décor et où chaque surface était couverte des souvenirs oubliés de quelqu'un d'autre. Il vivait dans un 2 pièces au-dessus de la boutique, conduisait une Honda Civic de 1992 jusqu'au jour de sa mort, et portait les 3 mêmes costumes en rotation à chaque réunion de famille. Tandis que mon père bâtissait son empire de la construction et que mon frère Randall rénovait des maisons pour le profit, Vernon passait ses week-ends dans les ventes de succession, examinant des horloges cassées et de l'argenterie ternie avec la concentration d'un chirurgien cardiaque. La famille l'appelait « l'étrange Vernon » dans son dos, et parfois en face lorsque Dwayne avait bu trop de vin au dîner de Noël. Mais je connaissais un Vernon différent. L'oncle qui m'avait appris à jouer aux échecs quand j'avais 8 ans. L'homme qui m'avait montré comment distinguer l'argent massif du plaqué, comment dater un meuble par ses joints et ses vis, comment voir de la valeur là où les autres ne voyaient que de la camelote. Chaque dimanche après la messe, pendant que ma famille allait bruncher dans des restaurants chers, j'apportais à Vernon un café et un sandwich de chez Gino's Deli. Nous nous asseyions dans sa boutique encombrée, et il me racontait des histoires sur les objets qui nous entouraient, les histoires cachées dans les rayures et les taches. 3 semaines avant ce jour au bureau de l'avocat, Vernon était mort d'une crise cardiaque. Il avait 71 ans, travaillant seul dans sa boutique un mardi matin. Un client l'avait trouvé affalé sur son bureau, une loupe encore à la main. Il examinait ce qui semblait être une montre de poche sans valeur. Les ambulanciers ont dit qu'il était parti rapidement, sans douleur. Aux funérailles, la famille a présenté des condoléances sans conviction. Randall s'est plaint d'avoir manqué une visite pour une propriété au bord de l'eau. Dwayne a même pris un appel professionnel pendant la cérémonie. Ma mère a pleuré, mais je soupçonnais que c'était plus pour les apparences que par chagrin. Elle et Vernon s'étaient à peine parlé depuis 5 ans, pas depuis qu'il avait refusé de lui prêter de l'argent pour la rénovation d'une maison de plage. Alors, quand Maître Garrison a appelé pour la lecture du testament, tout le monde a supposé que Vernon avait laissé peut-être 50 000 $ si nous avions de la chance, probablement bloqués dans un inventaire dont personne ne voudrait. Randall a même plaisanté en chemin en disant que nous devrions probablement payer pour nous débarrasser de tout ce bric-à-brac. Puis, Garrison a lâché la bombe. Vernon Ulbrook, l'oncle bizarre qui portait des chaussures rafistolées avec du ruban adhésif, était mort avec une fortune de 22 millions de dollars. La pièce a explosé. Ma mère a littéralement crié. Le visage de Dwayne est passé de l'apathie à une vivacité électrique en une demi-seconde. Randall a laissé tomber son téléphone. Et au milieu de tout ce chaos,
alors que Garrison lisait les distributions, chacune plus généreuse que la précédente, j'étais assis là, me demandant comment Vernon avait pu cacher cela à tout le monde. Comment avais-je pu passer à côté? Tous ces dimanches, toutes ces conversations, et il n'avait jamais donné le moindre indice. Quand Garrison a lu mon nom et n'a mentionné que la mallette, la pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Tout le monde s'est tourné pour me regarder, non pas avec sympathie, mais avec une sorte d'amusement choqué, comme si j'étais la chute de la dernière blague de Vernon. L'oncle Vernon n'était pas censé être riche. En grandissant, il était la risée de la famille, l'oncle bizarre qui achetait de vieilles camelotes dans les ventes de succession et vivait dans un appartement exigu au-dessus de sa boutique d'antiquités poussiéreuse du centre-ville de Baltimore. Tandis que mon père bâtissait son entreprise de construction à partir de rien et que mon frère Randall faisait fortune en rénovant des maisons dans des quartiers gentrifiés, Vernon passait ses week-ends dans les marchés aux puces et les vœux-greniers, examinant des babioles sans valeur avec une loupe de bijoutier comme s'il s'agissait de pierres précieuses. La boutique elle-même était un labyrinthe d'histoires oubliées. Des horloges de grand-père qui n'avaient pas sonné depuis des décennies bordaient un mur. Des vitrines contenaient de l'argenterie ternie, de la porcelaine ébréchée et des bijoux qui avaient perdu leur éclat 50 ans auparavant. L'odeur de vieux bois et de cire à meubles était si épaisse qu'on pouvait la goûter. La plupart des gens entraient, jetaient un coup d'œil et repartaient aussitôt. Mais Vernon ne semblait jamais se soucier des clients ou des ventes. Il se souciait des objets eux-mêmes, passant ses doigts sur le bois sculpté comme s'il lisait du braille, tenant des verres en cristal à la lumière pour voir des motifs que personne d'autre ne remarquait. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à lui rendre visite régulièrement. Mes parents avaient divorcé cette année-là, et les visites dominicales chez Vernon sont devenues mon échappatoire à l'attention à la maison. Il m'a appris à jouer aux échecs sur un jeu qui, selon lui, avait appartenu à un général confédéré. L'histoire n'est pas dans les livres, Mitchell, disait-il en déplaçant un cavalier en ivoire sculpté sur l'échiquier. Elle est dans les choses que les gens laissent derrière eux. Chaque égratignure raconte une histoire. Chaque réparation montre que quelqu'un a pris la peine de réparer plutôt que de jeter. Au moment où je suis devenu professeur d'histoire au lycée, rendre visite à Vernon était aussi naturel que de respirer. Chaque dimanche après la messe, je m'arrêtais chez Ginoès Delis pour sa commande habituelle, café noir sans sucre et un sandwich à la dinde avec un supplément de moutarde. Nous nous asseyions dans sa boutique, entourés de piles de formulaires d'acquisition et de catalogues de vente de succession, et nous parlions de tout et de rien. Il me montrait ses dernières trouvailles, généralement achetées pour une bouchée de pain dans des ventes où les familles endeuillées voulaient juste que tout disparaisse. Une boîte à musique qui jouait un air des années 1920. Un grand livre relié en cuir d'une entreprise de Baltimore qui avait fait faillite pendant la dépression. Un ensemble d'outils médicaux d'un hôpital de campagne de la Première Guerre mondiale. Les gens pensent que je suis fou, m'a-t-il dit un jour, en polissant une boussole en laiton avec plus de soin que la plupart des gens n'en montraient à leurs enfants. Ta mère, en tout cas, le pense. Randall croit que je gâche ma vie. Mais Mitchell, je suis l'homme le plus riche que je connaisse. Pas en argent, mais en histoire, en lien avec les gens qui ont vécu avant nous. La famille traitait Vernon comme une obligation. À Noël, il arrivait dans sa vieille Honda Civic, portant le même costume marron qu'il portait depuis les années 80, avec des cadeaux emballés dans du papier journal parce qu'il pensait que le papier cadeau était un gaspillage. Les cadeaux étaient toujours étranges. Un coupe-papier victorien pour ma mère, qui n'avait pas écrit de lettres manuscrites depuis 20 ans. Une règle à calcul ancienne pour Randall, qui faisait tous ses calculs sur son téléphone. Une boussole de scout rouillée pour mon cousin Dwayne, qui se perdait en utilisant un GPS. Ma mère, Dorothy, la sœur cadette de Vernon de 10 ans, était la pire. Elle avait grandi en ayant honte de leurs origines ouvrières, avait épousé mon père pour son ambition, et avait passé sa vie à essayer d'oublier qu'elle venait d'une famille de dockers et de couturières. Vernon était un rappel vivant de tout ce qu'elle voulait laisser derrière elle. Lors des dîners de famille, elle interrompait ses histoires sur des artefacts historiques pour parler de ses dernières vacances ou de la nouvelle acquisition immobilière de Randall. Elle levait les yeux au ciel quand il s'enthousiasmait pour une vieille photographie qu'il avait authentifiée. Vernon n'a jamais grandi, me disait-elle en privé. 71 ans et il joue encore avec de vieilles camelotes. Dieu merci, tu es devenu professeur, Mitchell. Au moins, tu as un vrai travail avec des avantages et une retraite. La vérité, c'est que je gagnais $48 000 par an à enseigner l'histoire à des adolescents qui se souciaient plus de TikTok que de la guerre de sécession. Ma femme, Gloria, travaillait comme infirmière et à nous deux, nous arrivions à peine à payer l'hypothèque de notre maison de 3 chambres à Towson.
Notre fils Patrick avait besoin d'un appareil dentaire. Notre fille Bethany commencerait bientôt à regarder les universités. Pendant ce temps, Randall conduisait une Mercedes et possédait des biens locatifs dans tout le Maryland. Dwayne vendait des voitures de luxe et vivait dans une maison avec piscine. Même ma mère, vivant de la vente de l'entreprise de construction de mon défunt père, avait assez d'argent pour des croisières et des interventions esthétiques. Mais Vernon ne m'a jamais semblé pauvre. Il connaissait tous les antiquaires de Baltimore à Philadelphie. Il pouvait dater un meuble par le type de clous utilisé. Il parlait des artefacts comme s'ils étaient de vieux amis. Quand d'autres marchands avaient besoin d'une authentification ou d'un contexte historique, ils appelaient Vernon. Quand le musée de Baltimore avait besoin de quelqu'un pour vérifier la provenance d'une collection donnée, il demandait à Vernon. Il était respecté dans son domaine, même si son domaine ne signifiait rien pour ma famille. C'est pourquoi les 22 millions de dollars n'avaient aucun sens. Vernon portait des chaussures jusqu'à ce que les semelles tombent. Il mangeait le même sandwich tous les jours. Il n'avait pas rénové sa boutique ou son appartement depuis 30 ans. D'où venait l'argent? Et pourquoi l'avait-il caché à tout le monde, même à moi? Il n'y avait pas d'argent liquide dans la mallette. Quand je suis rentré du bureau de l'avocat, je l'ai posée sur la table de la cuisine et l'ai ouverte immédiatement, ma famille se pressant autour de moi avec un mélange d'espoir et de scepticisme. L'intérieur était pire que l'extérieur. Les dégâts des eaux avaient déformé les séparateurs en cuir, et une moisissure noire recouvrait ce qui avait pu être une doublure en soie. Une pile de reçus jaunis des années 1940 s'est effritée quand je les ai touchés. L'odeur qui s'en est échappée a fait reculer ma femme Gloria et l'a poussée à ouvrir une fenêtre. Peut-être qu'il y a un compartiment secret, a suggéré Patrick, en tapotant le tissu moisi avec un crayon. Mon fils de 16 ans essayait d'être utile, mais son visage montrait ce que tout le monde pensait, c'était une ordure. L'oncle Vernon m'avait donné une véritable ordure pendant que tous les autres recevaient des millions. Bethany, ma fille de 14 ans, était plus directe. « Papa, pourquoi l'oncle Vernon t'a-t-il fait ça? Tu étais le seul à vraiment l'aimer. » Je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, après que Gloria et les enfants soient allés se coucher, je suis resté seul dans mon garage, fixant la mallette sous la lumière crue du néon. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages. Randall a envoyé une photo des documents de son portefeuille d'actions de 4 millions de dollars avec la légende « Désolé pour ta malchance, petit frère ». Dwayne a posté sur Facebook à propos de sa collection de voitures anciennes héritées, en s'assurant de me taguer. Ma mère a appelé 3 fois, chaque message dégoulinant d'une fausse inquiétude sur la façon dont je gérais la déception. Le pire, c'était le doute qui s'insinuait dans mon esprit. Avais-je mal interprété ma relation avec Vernon? Tous ces dimanches n'étaient-ils que la preuve de ma naïveté, pendant qu'il riait secrètement de mon attention? L'homme avait laissé à sa petite nièce, qu'il n'avait rencontrée que 2 fois, un demi-million de dollars pour ses études. Il m'avait laissé une mallette qui semblait avoir été tirée d'une décharge. Le jeudi, la nouvelle s'était répandue par le bouche-à-oreille familial. Ma tante Lucille a appelé pour dire à quel point les choix de Vernon étaient inhabituels. Mon cousin Terence, qui ne m'avait pas parlé depuis 3 ans, voulait soudainement déjeuner pour prendre des nouvelles et probablement jubiler. Même la petite amie de Patrick a demandé si c'était vrai que j'étais le seul héritier à n'avoir rien reçu de valeur. Gloria m'a trouvé ce vendredi soir dans le garage à nouveau, cette fois avec un sac poubelle à la main, prêt à jeter la mallette. L'humiliation me rongeait. Chaque fois que je la regardais, je me souvenais des rires dans le bureau de cet avocat, des sourires à peine dissimulés, du soulagement dans les yeux de ma mère que son fils n'ait pas reçu d'argent réel. Mitchell, attends, a dit Gloria, en me prenant le sac poubelle des mains. Ça ne ressemble pas à Vernon. Réfléchis. L'homme a passé 50 ans à examiner des antiquités. Il connaissait la valeur de tout ce qu'il touchait. Tu penses qu'il ne savait pas que cette mallette ne valait rien? C'était peut-être le but, ai-je dit en m'affaissant sur mon établi. Peut-être qu'il était en colère que je sois le seul à lui rendre visite. Peut-être que c'était sa façon de dire que ses visites ne signifiaient rien. Gloria a pris la mallette, plissant le nez à cause de l'odeur, mais l'examinant attentivement. Le Vernon que tu m'as décrit pendant 12 ans ne ferait pas ça. L'homme qui t'a appris l'histoire, qui a conservé chaque récit, qui se souciait des détails que tout le monde manquait. Cet homme avait une raison pour tout. Elle avait raison, et je le savais. Vernon avait un jour passé 3 heures à m'expliquer pourquoi l'emplacement d'une seule vis pouvait dater un meuble d'une décennie spécifique. Il ne me donnerait pas des ordures sans raison. Alors,
j'ai ramené la mallette à l'intérieur et je l'ai vraiment examinée pour la première fois, non pas comme un héritier déçu, mais comme l'élève de Vernon. La mallette était de fabrication américaine. C'était clair d'après le style de la quincaillerie en laiton. Le cuir sous tous les dommages était de haute qualité, cousu à la main. À l'intérieur, au-delà de la moisissure et de la pourriture, je pouvais distinguer un cachet de fabricant, H. Kaufman & Son, Philadelphia, 1943. Fabrication de l'époque de la guerre. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai cherché l'entreprise. Ils avaient fabriqué des articles spécialisés pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris des mallettes pour les officiers du renseignement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Vernon m'avait appris que les articles militaires avaient souvent des compartiments cachés, en particulier l'équipement de renseignement. Je suis retourné à la mallette avec une meilleure lumière et un regard neuf. L'intérieur avait une doublure en tissu, gravement endommagée par l'eau et moisie. Mais en passant mes doigts le long des bords, j'ai remarqué quelque chose que Vernon aurait repéré immédiatement. Près du panneau arrière, la doublure était plus épaisse. La couture était différente aussi. Un fil plus récent, plus foncé que l'original, caché sous un pli de tissu. Quelqu'un avait modifié cette mallette après sa fabrication, et cette personne avait utilisé une technique de couture que Vernon m'avait montrée des années auparavant, une façon de créer une couture invisible que seule une personne la cherchant pourrait trouver. Mes mains tremblaient alors que je prenais un couteau dans la cuisine. Gloria regardait pendant que je coupais soigneusement le long des points cachés, révélant exactement ce que j'avais espéré trouver, un compartiment dissimulé, et à l'intérieur, une enveloppe et quelque chose enveloppé dans de la toile cirée. Mes mains tremblaient si fort que Gloria a dû tenir la mallette. Derrière le tissu se trouvait un mince compartiment, expertement dissimulé. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie par le temps et quelque chose enveloppé dans de la toile cirée, qui semblait solide et lourd. L'enveloppe contenait une lettre écrite de la main tremblante de Vernon, la même écriture soignée que j'avais vue sur des milliers de formulaires d'acquisition et de certificats d'authentification. Gloria lisait par-dessus mon épaule alors que je tenais le papier sous la lampe de bureau. « Mitchell, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce que tout le monde aurait jeté. » Bien. La mallette appartenait à Stanley Roer, un officier du renseignement de la Seconde Guerre mondiale. Ce que tu tiens est la raison pour laquelle j'ai pu prendre ma retraite millionnaire et pourquoi je te donne quelque chose qui vaut plus que tout l'argent que j'ai laissé aux autres. La clé ouvre un coffre-fort à Berne, en Suisse. Le numéro de compte est dans le journal. Maître Garrison n'est pas au courant car cela n'a jamais fait partie de ma succession. Cela appartenait à la mallette, et maintenant la mallette t'appartient. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Le vrai trésor n'est jamais ce qui est en surface. J'ai déballé la toile cirée avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un petit journal en cuir, pas plus grand qu'un passeport, et une clé en laiton qui semblait fraîchement polie malgré son âge. La première page du journal portait une seule ligne écrite d'une écriture différente, précise et formelle, compte 447 à 891. Schweizerische Nationalbank, Berne. Banque nationale suisse. Mon esprit s'emballait. Gloria a saisi mon bras, son instinct d'infirmière prenant le dessus alors qu'elle vérifiait mon pouls. Mitchell, respire. Tu es en hyperventilation. C'est un compte bancaire suisse de la Seconde Guerre mondiale, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Vernon a trouvé ça et ne l'a jamais dit à personne. Le journal contenait plus d'informations, des pages de notes de la main de Vernon documentant ses recherches sur Stanley Roer, un officier du renseignement en poste en Suisse pendant la guerre, mort en 1946 dans un accident de voiture. Pas de famille, pas d'héritier. Ses biens ont été vendus lors d'une vente de succession à Philadelphie en 1976, où Vernon a acheté cette mallette pour $12. Nous devons appeler l'avocat, a dit Gloria, attrapant déjà son téléphone. Ça pourrait être illégal. Et si c'était de l'argent volé, de l'or nazi ou quelque chose comme ça? Elle avait raison de s'inquiéter. J'avais enseigné assez d'histoire pour savoir que les banques suisses de cette époque étaient moralement et légalement compliquées. Mais les notes de Vernon étaient complètes. Il avait fait des recherches approfondies sur Stanley Roer. L'homme faisait partie d'une unité qui récupérait des œuvres d'art volées à des collectionneurs nazis et les restituait à leurs propriétaires légitimes. Son travail était documenté dans les archives militaires. C'était l'un des gentils. J'ai appelé Maître Garrison sur son numéro personnel. Il était presque minuit, mais cela ne pouvait pas attendre. Il a répondu à la 3e sonnerie, l'air irrité jusqu'à ce que j'explique ce que j'avais trouvé. Un compte suisse.
Sa voix a complètement changé. Monsieur Ulbrook n'a jamais mentionné de placement à l'étranger. Cela ne figurait dans aucun de ses documents financiers. Pouvez-vous vérifier si c'est réel? Si j'ai légalement le droit d'y accéder. Apportez tout à mon bureau demain à la première heure. Et Mitchell, ne parlez de ça à personne d'autre pour l'instant, même pas à votre famille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Gloria et moi sommes restés assis à la table de la cuisine, lisant le journal de Vernon à la lueur d'une lampe. Il avait passé 5 ans à faire des recherches sur Stanley Roer, à retrouver des archives militaires, à interviewer des membres survivants de son unité, et même à se rendre en Suisse en 1981 pour vérifier que le compte existait. Mais il n'y avait jamais accédé. Pas avant 1995, date à laquelle il a retiré une petite partie pour acheter son immeuble à Baltimore et commencer à investir en bourse. Il a transformé de l'or nazi volé en quelque chose de légitime, a dit Gloria, secouant la tête avec étonnement. Il a utilisé l'argent du sang pour bâtir une fortune honnête. Non, ai-je dit, en lisant plus attentivement. Regarde ça. Le paiement de ROR provenait des forces alliées. Un paiement pour des œuvres d'art récupérées qui ont été restituées. C'était un paiement militaire légitime qui s'est juste perdu dans la bureaucratie à la mort de ROR. Vernon n'a rien volé. Il a trouvé un trésor dans des déchets, comme il l'a toujours dit. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Garrison avant son ouverture. Il a passé 3 heures au téléphone pour des appels internationaux pendant que j'arpentais sa salle d'attente. Quand il m'a finalement fait entrer, son visage était pâle. Le compte existe. Il est inactif depuis le retrait de Vernon en 1995. La banque suisse confirme que vous avez un droit légal en tant que propriétaire de la clé physique et des informations du compte. Mais Mitchell, vous devez vous rendre en Suisse personnellement. Ils ne discuteront pas des montants par téléphone, et la clé doit être présentée en personne. Est-ce légal? Puis-je y accéder sans problème? La Suisse a maintenant des accords avec les États-Unis sur la transparence. Vous devrez tout déclarer à l'IRS, payer des impôts dessus. Mais oui, c'est légal. Vernon a été malin. En mettant cela dans la mallette et en ne le mentionnant pas dans son testament, c'est devenu une partie du contenu de la mallette, pas de sa succession. Vous en êtes le propriétaire, libre de toute charge. 2 semaines plus tard, je me trouvais dans le hall en marbre de la Banque nationale suisse à Berne. Le bâtiment était tout le contraire de la boutique d'antiquités de Vernon, impeccable, moderne, intimidant. Le vol m'avait coûté $3000 que je ne pouvais pas me permettre, débité sur une carte de crédit déjà proche de sa limite. Gloria avait insisté pour que j'y aille immédiatement, avant que quiconque dans la famille ne puisse le découvrir et compliquer les choses. Le gestionnaire de compte, M. Brenner, était exactement ce que l'on attend d'un banquier suisse, costume impeccable, anglais parfait avec un léger accent et une expression qui ne révélait rien. Il a examiné mes documents avec une attention microscopique, comparant les signatures, vérifiant le numéro de série de la clé dans un ancien registre, passant des appels en allemand rapide. C'est très inhabituel, a-t-il finalement dit, en posant ses lunettes cerclées d'or. Ce compte est inactif depuis près de 80 ans, avec un seul retrait en 1995. Vous comprenez? Nous devons être absolument certains de votre droit légal. Après 2 heures de vérification, il m'a conduit dans une salle privée aux murs de bois sombre et au portrait d'un personnage important qui me regardait d'un air désapprobateur. Il m'a laissé seul pendant encore 20 minutes, qui m'ont paru 20 heures. Quand il est revenu, il portait une boîte en métal et un épais dossier. Monsieur Ulbrook, le compte contient des obligations au porteur et un coffre-fort. Les obligations seules, avec les intérêts accumulés depuis 1945, valent environ $14 millions. Le coffre-fort nécessite la clé physique. $14 millions. Les mots m'ont frappé comme une force physique. J'enseignais depuis 12 ans et n'avais jamais réussi à économiser plus de $5000 à la fois. Mes mains tremblaient en insérant la clé en laiton de Vernon dans la serrure du coffre. Elle a tourné en douceur, comme si elle avait attendu ce moment. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des piles de documents, des photographies et une autre lettre. Celle-ci de Stanley Roer lui-même, datée de janvier 1946, un mois avant sa mort. Le papier était impeccable, parfaitement conservé dans l'environnement climatisé du coffre-fort suisse. À quiconque trouvera ceci, commençait la lettre de Roer. Ces obligations étaient le paiement pour la récupération d'œuvres d'art volées à des collectionneurs nazis opérant en Suisse.
Les œuvres d'art ont été restituées avec succès à des familles juives en France et en Pologne. Mes contacts ont été tués dans les derniers jours de la guerre avant que je puisse déclarer le paiement. Le renseignement militaire était en plein chaos. Personne ne savait que ce compte existait. Je prévois de l'utiliser pour des opérations de renseignement après la guerre, mais si vous lisez ceci, c'est que je suis mort. L'argent n'a pas de propriétaire. Il appartient désormais à l'histoire. Utilisez-le pour rendre l'histoire meilleure. Sous la lettre de ROR se trouvait une autre note de Vernon, datée de 1995, lorsqu'il avait effectué son unique retrait. Mitchell, je savais déjà à l'époque, alors que tu n'avais que 11 ans, que tu serais celui qui recevrait ceci. Tu étais le seul dans notre famille à comprendre que la valeur n'est pas toujours visible. Ta mère et ton frère courent après l'argent qu'ils peuvent voir. Mais toi, tu t'asseyais avec moi pendant des heures, apprenant les poinçons de maître et les motifs du grain du bois, comprenant qu'une histoire peut valoir plus que de l'or. J'ai utilisé 2 millions de ce compte pour bâtir ma fortune, en investissant prudemment, en vivant modestement, en la regardant grandir. Le reste, je l'ai laissé ici pour toi, non pas parce que tu es de ma famille, mais parce que tu es un enseignant. Tu façonnes les esprits. Tu t'assures que l'histoire ne soit pas oubliée. La famille le saura bien assez tôt. Les banques suisses font des rapports aux autorités américaines. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que tu feras ensuite. Ton frère essaiera de prétendre que tu lui dois quelque chose parce qu'il est de la famille. Ta mère te culpabilisera parce qu'elle vieillit. Dwayne menacera probablement de poursuivre en justice. Laisse-les faire. La mallette t'appartenait légalement et tout ce qu'elle contenait t'appartient. Je m'en suis assuré. Mais voici ce que je veux vraiment que tu comprennes. Je n'ai pas donné de l'argent aux autres et un test à toi. Je leur ai donné de l'argent parce que l'argent était tout ce qu'ils comprendraient de moi. Je t'ai donné un choix. Tu aurais pu jeter la mallette. La plupart des gens l'auraient fait. Mais tu as regardé plus en profondeur, comme je te l'ai appris. C'est pourquoi tu le méritais. Monsieur Brenner est revenu avec des formulaires à signer, des explications sur les obligations fiscales, les procédures de transfert de fonds, mais je n'écoutais pas vraiment. Je pensais à Vernon, à tous ces dimanches dans sa boutique, à la façon dont il tenait une pièce d'argenterie ternie et disait « Regarde de plus près, Mitchell. Le trésor est toujours là pour ceux qui savent le voir. » Je pensais à ma famille qui dépensait déjà ses héritages. Randall avait acheté une autre propriété locative. Ma mère avait réservé une croisière autour du monde. Dwayne avait posté des photos de sa nouvelle Lamborghini. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient de Vernon, de l'argent qu'ils pouvaient compter. Mais Vernon m'avait donné quelque chose de plus. Il m'avait donné une énigme que seul moi pouvais résoudre. Un test que seul moi pouvais réussir. Il avait parié 14 millions de dollars que je me souviendrais de ses leçons. Que je regarderais au-delà de la moisissure et de la pourriture pour trouver ce qui était caché en dessous. Le vol de retour ressemblait à un rêve. Je n'arrêtais pas de toucher la poche de ma veste où j'avais placé les documents de transfert, m'assurant qu'ils étaient réels. 14 millions de dollars seraient virés sur mon compte américain après que l'IRS ait pris sa part. Même après impôts, j'aurais plus d'argent que toute ma famille réunie. Gloria m'a accueilli à l'aéroport et je lui ai tout raconté dans la voiture. Elle s'est garée sur l'accotement de la route 695, avec les camions qui vrombissaient à côté, et nous avons tous les deux pleuré. Vernon savait exactement ce qu'il faisait, a-t-elle dit, le mascara coulant sur ses joues. Il ne t'a pas seulement laissé de l'argent. Il t'a laissé la preuve que tu étais le seul à vraiment le voir. La réunion de famille la semaine suivante a été explosive. J'avais invité tout le monde chez moi, dans la même modeste maison de 3 chambres que Randall avait si souvent moqué pour ses armoires de cuisine démodées et son garage pour une seule voiture. Ma mère est arrivée la première, portant de nouveaux bijoux de son héritage. Puis Randall avec sa dernière petite amie, une agent immobilier de la moitié de son âge. Dwayne est arrivé dans sa nouvelle Lamborghini, faisant vrombir le moteur 2 fois avant de l'éteindre. Il supposait que j'allais demander de l'argent. Randall a même commencé son discours avant que je puisse parler. Mitch, on ne peut pas redistribuer le testament. C'était le choix de Vernon de te donner cette mallette. Mais peut-être que je pourrais t'aider à investir si tu as des difficultés. Tu as raison, ai-je dit, debout dans mon salon où la mallette LED trônait sur la table basse. C'était le choix de Vernon, et cette mallette contenait des informations sur un compte bancaire suisse dormant d'une valeur de 14 millions de dollars après impôt. Le silence qui s'ensuivit fut magnifique.
L'expression suffisante de Dwayne s'est effondrée. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée sans un son. La petite amie de Randall a demandé si je plaisantais. Quand je leur ai montré les documents bancaires, Randall a dû s'asseoir. Mais voici ce que l'oncle Vernon m'a appris, ai-je poursuivi. Il a dit, les gens jettent des trésors parce qu'ils ne voient pas au-delà de la surface. Chacun d'entre vous a vu cette mallette et Harry. Vous voyez Vernon comme un vieil homme faux accumulant de la camelote. Mais Vernon, lui, me voyait lui rendre visite tous les dimanches, non pas pour de l'argent, mais pour de la compagnie, et il m'a laissé non seulement la richesse, mais aussi une leçon sur la capacité à voir la valeur là où les autres ne voient rien. Ma mère a essayé de parler, sa voix se brisant. Mitchell, la famille doit bien signifier quelque chose. Je suis ta mère. Vernon était mon frère. La famille signifiait tellement pour Vernon qu'il t'a laissé 3 millions de dollars, ai-je répondu. C'est plus que ce que la plupart des gens voient dans une vie. Sois reconnaissante pour ce que tu as. Dwayne a menacé de contester le testament jusqu'à ce que Maître Garrison, que j'avais invité précisément à cette fin, explique que le comte suisse n'avait jamais fait partie de la succession. C'était le contenu de la mallette, comme trouver de l'argent dans un portefeuille offert en cadeau, complètement légal, entièrement à moi. Mais je n'avais pas fini. Je garde 2 millions pour l'éducation et l'avenir de Bethany et Patrick. Gloria et moi utiliserons un autre million pour rembourser cette maison et peut-être voyager ailleurs qu'à Ocean City pour une fois. Mais le reste ira à la création de la fondation Vernon Ulbrook pour l'éducation professionnelle. Les jeunes qui veulent apprendre des métiers comme la restauration d'antiquités, l'ébénisterie, la préservation historique et d'autres compétences que Vernon appréciait recevront des bourses complètes. Tu donnes tout? Randall était incrédule. Tu donnes 11 millions de dollars? Je l'investis dans ce en quoi Vernon croyait, préserver le passé, enseigner des compétences qui comptent, aider les jeunes à voir la valeur dans des choses que les autres ignorent. La première bourse est déjà attribuée à Jérôme Washington, un gamin de l'ancien quartier de Vernon qui veut devenir conservateur de musée mais ne pouvait pas se payer l'université. Ils sont partis un par un, Dwayne démarrant en trompe de manière spectaculaire, Randall marmonnant sur des décisions idiotes. Ma mère pleurait de vraies larmes maintenant, mais pas pour Vernon. Seule Bethany est restée. Ma brillante fille qui avait hérité du sens du détail de Vernon. Papa, a-t-elle dit en prenant la mallette moisie avec révérence. Oncle Vernon ne t'a pas testé. Il t'a honoré. Il savait que tu serais le seul à regarder plus en profondeur. 6 mois plus tard, lors de la première cérémonie de remise des bourses de la fondation, j'ai raconté l'histoire de la mallette à un public d'étudiants, d'enseignants et de donateurs. J'ai apporté la mallette elle-même, toujours moisie, toujours laide, et l'ai exposée sur le podium. Vernon Ulbrook m'a appris que l'histoire vit dans les objets, dans les choses que les gens laissent derrière eux. Cette mallette a failli être jetée comme une ordure. Combien de trésors jetons-nous parce que nous ne pouvons pas voir au-delà de la surface? Combien de personnes ignorons-nous parce qu'elles n'ont pas l'air d'avoir de la valeur? Vernon voyait de la valeur en tout et en tous. C'est là son véritable héritage. La mallette repose désormais dans mon bureau à domicile, dans une vitrine climatisée qui a coûté plus cher que ma première voiture. Les amis de Patrick demandent toujours pourquoi je garde une chose si laide dans une vitrine si chère. Je leur réponds ce que Vernon m'a dit, le vrai trésor n'est jamais ce qui est en surface. Il faut juste savoir regarder plus en profondeur. Et chaque dimanche, je rends visite à la tombe de Vernon avec des fleurs et un café de chez Ginoès Dolly. Je lui parle des boursiers, de leurs rêves, des boutiques d'antiquités et des musées qu'ils ouvriront, des histoires qu'ils préserveront. Parfois, je jure que je peux l'entendre dire « Bon travail, Mitchell. Tu as enfin appris la leçon la plus importante. » Le véritable héritage n'a jamais été une question d'argent. La famille ne me parle presque plus, sauf à Noël quand il faut sauver les apparences. Mais ça me va. Vernon m'a appris que ce n'est pas parce que quelque chose semble précieux qu'il a de la valeur. Et ce n'est pas parce que quelque chose semble sans valeur qu'il ne s'agit pas du plus grand trésor que vous trouverez jamais. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé quelqu'un qui a vu de la valeur en vous quand les autres ne la voyaient pas, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où vous avez trouvé un trésor là où d'autres voyaient des déchets, ou quand quelqu'un a cru en vous alors que personne d'autre ne le faisait. Et si vous voulez plus d'histoires sur les tournants inattendus de la vie et les leçons cachées, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Parce que parfois, les meilleures histoires sont celles qui se cachent à la vue de tous, attendant juste que quelqu'un regarde un peu plus en profondeur.